Coucou Léa. Salut, ça va? Salut. Oui, très bien. Tu m'entends bien? Ah ouais, parfait. Impeccable. Nickel. Est-ce que tu me vois ou pas? Pas pour l'instant. Ah, j'ai l'impression que j'ai un bug. Attends, hein. De toute façon, je te mets direct en panéliste, Léa. Ok, vas-y. Participer. Voilà. Là, c'est bon. Ah, il y a Mélanie aussi qui nous a rejoint. Ah mince, je me trompe. Hop. Ouais, ça y est, Mais là, on doit être bon. oui, je te vois. Parfait. Ok, super. Coucou Alors, je vais- Mélanie. Je sais pas où elle Bonjour. est. Ah oui, je l'entends. On te voit pas, Mélanie. Oui, mais je ne sais pas comment faire. Ah, Alors, ça va venir. D'accord. hop. Mélanie aussi, je te mets en panéliste. D'accord. Alors, moi, je vais voir pour si j'arrive à partager mon écran. Par instant. Tac. Partager. Je fais un test, hein. Ouais, vas-y. Mais oui, hein, c'est magnifique. C'est bon, ça fonctionne? Oui, moi je l'ai oui, j'ai ton diapo Ça y là. est. Alors, C'est je vais. parfait. Hop, j'arrête. C'est bon. Je le relance après. Tu me diras dès que Tac, c'est le top départ. tac. Ah, ça Alors, y est, ah Ça y est, super. Mélanie. Salut. Ça Coucou va? Mélanie. ça va. Hop, là on est bon. T'as réussi à rester sur la cesse, Mélanie, du coup, pour la connexion ou Non, je suis chez moi. t'es chez toi? Ok. Ouais. Bon, moi, je suis sur le service de l'EMAS. J'espère que D'accord. ça va rester calme. Attends, c'est juste que pourquoi ça me fait ça? Tac. Voilà. Donc on est bon. Est-ce que Pascal fera une apparition ou pas? Je ne sais pense- pas. Je pense pas, hein. Ok, pas de souci. C'est parce que dans votre poste, il apparaissait. Alors du coup, Mm. je me suis dit autant Non, en fait, j'ai fait un post que j'ai envoyé au siège. C'est pas nous qui publions. Oui, Et je d'accord, pense qu'elle m'a fait un petit. Enfin, c'est pas tout à fait ce qu'on avait écrit. Je pense qu'elle a cru, comme je l'avais listé dans les personnes, d'accord. au siège, ils ont dû penser qu'il intervenait. D'accord, ok, Voilà. d'accord. Pas de problème, Mais non. pas de souci. Alors du coup, là, il est 9h54. Au niveau de la technique, on est bon, hein, Ouais, puisque voilà, on voit Mélanie, on te voit Léa. Le diapo, visiblement, il est lancé, on est super. Et ouais. du coup, on attend que les gens arrivent tranquillement et en règle générale, à 10h, on est parti Bah, ça marche, pour écoute. respecter le timing et puis qu'on puisse bien arrêter le flash à 11h30. Ok. Là, ils nous entendent pas encore? Non, hein? Si, Ah, si, ok. oui, On dit plus de bêtises alors. non, Là. non. À partir du Oui. moment où oui, bonjour Christine. Donc là, il y a les collègues qui arrivent petit à Ok. petit. Donc Christine, oui, qui nous dit si, on vous entend. Ouais, je le vois, ouais. Ok, je dis plus de Voilà. bêtises. Et donc Léa, bah, toi, tu connais hein, le principe des flashs pratiques pour l'instant. Moi, j'aimerais bien réussir à être sur une interaction. Donc, pour l'instant, avec tous les collègues. Mais je sais qu'il y a les bruits de fond, etc. Et puis, pour l'instant, il n'y a que les panélistes qui ont le micro. Et si je voulais basculer avec les micros de tout le monde, il faudrait que je sois en mode réunion, Ouais, compris, pas en mode webinaire. Donc, pour l'instant, on s'accommode comme ça. Et en fait, je relève le chat au ouais, fur ça et à marche. mesure. Mais je pense que c'est déjà ce que tu devais faire à l'époque. Moi, je passais les gens pour qu'ils puissent parler. Mais c'était une sacrée logistique. Eh oui, ah, Mm. systématiquement, tu les passais en Mm. panéliste, c'est ça? Ouais, ouais, Eh tout le ouais. monde. Ah, tu passais tout le monde en panéliste? Ouais, Parce qu'on n'est pas limité en nombre de panélistes. je crois pas. D'accord. Je passais tout le monde en panéliste et je me mettais en animatrice avec la personne qui était invitée en animateur.
D'accord. Ah, mais écoute, je prends note parce que ça peut se tenter. Et Mais du coup, après, c'est ouais. au bon sens des gens de bien couper leur micro, d'allumer leur micro que s'ils souhaitent parler. Mmh mh. Et après, ça dépend combien tu as d'inscrits, quoi, mais il me semble Mmh. pas que ça, je crois pas que ça, Que soit limité. je sais plus. D'accord, d'accord. Non, mais écoute, je me ouais, bah, ça peut être une, après Après, c'est vrai, je les mettais panélistes au fur et à mesure. qu'ils arrivaient. Voilà, et donc si après, par contre, on était lancé, je les passais plus en panéliste. D'accord, d'accord, d'accord. Du coup, ça faisait qu'il y avait quand même un petit peu un certain nombre quand même qui pouvaient interagir, même si c'était pas tout le monde à la fin qui Oui. était peut-être passé en panéliste, c'était chouette aussi de les entendre. OK, c'est pas mal ça. D'accord, c'est pas mal. Alors pour Parce que là, l'instant, on voit pas combien il y a de personnes de connectées. moi je le vois. D'accord. Moi je le vois, donc là on a 15 collègues qui sont Si, ça y est, présents. je vois aussi Tu 15. l'as Ouais, dans ouais, ouais. le tu as le ruban en bas aussi? Et oui, Ouais, en tant que panéliste, tu oui. dois avoir le ruban? Oui, 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 j'ai le ruban. Je vois pas qui sont présents, en fait, je vois pas le nom des gens. Si tu cliques sur, participants, tu as Ouais. pas le nom des gens qui s'affichent en haut à Ah droite? si, exact, spectateur 12. OK, c'est bon. OK. Ça se connecte tranquillement là. Oui, oui, ils arrivent. Alors du coup, j'entends parler derrière vous, Ah, tu entends là, chez moi. là. Mais pas C'est chez Il y a moi. une il y a une réunion, mais ils sont loin pourtant, hein. OK. Vous les entendez beaucoup? Non, on n'entend pas distinctement ce qu'ils disent. On entend des Un peu bruits de de son. voix, oui, un Vous voulez que petit je peu. déménage? Tu pas de casque, Léa? À tout hasard? Non. Non. C'est pas grave, une fois que vous allez parler, t'inquiète pas, ça va couvrir. Ouais, je suis D'accord. dans un bureau Oui. un peu éloigné, mais ils sont en réunion à côté. Ah ouais, c'est marrant, ouais, on les entend, mais Ah ouais? on n'entend pas distinctement ce qu'ils disent, hein. Ouais, Donc tant que vous entendez pas le nom des enfants, non, ça passe. non. Mais sinon Alors, je change, hein. Vraiment, tu me dis, hein. bah, écoute, Encore, Mélanie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça va, hein? Je ça pense va? qu'une fois lancé, ça va le faire. Ça va le faire? Oui, oui, Je parlerai plus fort. oui, parce que et puis, tu sais, on l'entend derrière, mais après, dès que toi, tu parles, on a vraiment ta voix nette dans le micro. Alors, bonjour Doriane, bonjour Nadine, bonjour Jennifer. Super. Bonjour Cathy, Cathy Smetana. J'ai vu Emmanuel aussi, Salerno. Coucou Emmanuel. Roxane. Sandy, Sandy Colli. Voilà, super. Est-ce que vous êtes prêtes, Léa et Mélanie? Oui, Hein? Là, il y a 21 collègues qui nous ont rejoints. Il est 10 heures et d'accord. on peut y aller. Alors, OK. une petite présentation rapide du PRH de Happy End, donc le pôle ressources handicap porté par l'association Happy End. Happy End qui existe, hein, sur la ville de Cagnes, qui est une association qui accompagne des jeunes en situation de handicap au travers d'un pôle jeune avec des accompagnements individuels et collectifs, un pôle aidant avec du soutien et du répit aux familles, et puis un pôle ressources handicap à l'attention des professionnels du terrain dans les structures de milieu ordinaire. Le PRH, il est financé par la CAF et par la SDJES, yes, j'ai réussi, service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et donc, on propose par ce PRH tout ce qui est possible en termes de ressources pour les professionnels de terrain qui mettent en place des accueils spécifiques des enfants en situation de handicap. Alors, sur ce premier semestre de flash pratique,
Il y a un fil rouge sur ce premier semestre qui est à la croisée des chemins entre le milieu spécialisé et le milieu ordinaire, puisqu'il me semble que de plus en plus, on va travailler ensemble et main dans la main pour pouvoir proposer aux enfants accueillis des emplois du temps vraiment à la carte, faits de temps en milieu spécialisé avec des accompagnants spécialisés et fait de temps aussi dans une structure ordinaire au milieu de ses pairs et de tous les autres enfants. Alors, on commence cette thématique avec comme invité donc Léa Vercueil et Mélanie Lucas de l'association APREH. C'est vous, je vais vous laisser la main sur Ça notamment marche. le sigle, sur les initiales. Voilà, et donc aujourd'hui, il est question de nous présenter les services dans lesquels vous travaillez et que vous connaissez bien. On est sur l'IME. Donc, comme d'habitude, les collègues, on est avec les micros fermés, mais évidemment, je suis attentive au chat. Et du coup, au fur et à mesure, hein, Léa et Mélanie, vous me direz si je lèverai la main et si ça vous va, vous répondrez aux questions ponctuellement ou si vous préférez en fin de... Ça, ce sera vraiment à votre guise. Ça Voilà, marche. voilà. Donc, je vous On laisse la démarre? parole. Oui, Allez. Ok. Alors, je vais faire le petit partage d'écran déjà pour que vous ayez nos slides. Hop. Vous me dites si c'est OK? c'est parfait. C'est bon? Je vois Oui. plus du tout le chat. Alors, Ah attends. si, c'est bon. Hop, je me le suis mis sur le côté au cas où, mais donc Voilà. Stéphanie, tu nous feras le... Après, oui, Léa, t'embarrasse pas avec ça, hein, si tu veux, D'accord. reste sur ton propos. Moi, le chat, je l'ai à droite. Par contre, il faut juste me dire si les collègues, vous n'avez pas de vignette grise sur le diaporama. Est-ce que vous avez bien tout le diapo? Bonjour Christine, Crescenzo. Oui, tout le monde voit bien le diapo, Ouais, c'est ça a OK? l'air, ouais, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. OK. Eh ben, allez, on démarre. Eh ben, on est ravis d'être d'être invités du coup par le PRH pour présenter aujourd'hui nos pratiques. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Léa Vercueil, je suis éducatrice spécialisée de formation et mon poste au sein de la PREH, c'est de coordonner les parcours des enfants qu'on accompagne sur les différents services. L'idée, c'est de pouvoir fluidifier leur parcours, de pouvoir répondre aux besoins des enfants et de leurs familles au travers de leurs projets et de proposer un panel de solutions en fonction de leurs besoins. Voilà. Et donc, avec moi, il y a Mélanie. Voilà, donc moi je suis Mélanie Lucas, je suis assistante sociale sur la CES de l'IME de la Corniche Fleurie. J'y suis depuis août 2017. Donc mes missions, c'est l'accompagnement de l'enfant tout au long de son parcours, donc notamment aussi en lien avec la famille, l'accompagnement de tout l'environnement familial et du coup la gestion de l'enfant de son inscription sur la liste d'attente jusqu'à son orientation post-IME. Donc, on a été sollicité donc, par le PRH dans l'idée de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est le médico-social au travers notamment de la présentation de l'IME de la Corniche Fleurie, qui est un service qui fait partie de l'association l'APREH. Donc l'APREH pour le sigle, Stéphanie, c'est ça que Oui, tu disais oui, tout à l'heure. oui. Donc Association pour la réadaptation et l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Donc l'APREH gère plusieurs établissements et services. On peut le diviser en deux grands domaines. Donc il y a le secteur de l'enfance, donc le pôle enfance, où on intervient donc avec Mélanie. Et il y a également un secteur adulte avec différents services et établissements pour des adultes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, nous, on va rester focus donc, sur le pôle enfance. Donc, le pôle enfance, c'est 6 services et établissements. Donc, on a une CES, des CESAD, on va vous parler de tout ça. Il y a plein de sigles hein, dans notre domaine. L'idée, c'est de pouvoir accompagner des enfants jusqu'à leur majorité. Hein.
Donc, on va faire un petit... Alors, ma slide, elle avance pas, ma slide. Pas pour l'instant. Oui, Ma liste, c'est oui, bon? oui. Alors, on va vraiment commencer donc par vous parler de l'IME. Est-ce que vous savez, vous, ce que c'est qu'un IME? Allez, si vous pouvez un petit peu, on va essayer de rendre ça un peu interactif, hein, même si, Oui, ouais, même si ouais. vous ne pouvez pas parler. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est un IME? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, ce sigle-là? Est-ce que vous savez? Alors, les collègues. Allez, je suis sûre qu'il y en a qui savent, hein. Eh ben voilà. Oui, Jennifer, Institut médico-éducatif. Ah, Ah, Maggie, bonjour Maggie, de la ville de Carrosse. institut, ben voilà, tout le monde connaît. Aurélie. Ok, donc on voit, hein, donc effectivement, un IME, c'est un institut médico-éducatif. Est-ce que vous savez je lis en même temps, je suis également Carole. Est-ce que là, Bonjour Carole. juste, vous pouvez mettre juste des petits mots comme ça dans le fil de À discussion? quoi ça vous fait penser si on Voilà. dit IME? Vous pensez à quoi? IME, qu'est-ce qui vous vient en tête là, comme ça, rapidement, pas besoin de trop réfléchir. Équipe pluridisciplinaire, super. Accueil journalier, enfants porteurs de handicap. Enfants, accueil, accompagnement personnalisé. Effectivement, on va parler de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose? Oui, c'est pas mal, hein. On est bien là. On est déjà... Déficience, enfants, jeunes adultes, établissement en... Extérieur en supplément des écoles pour les EPH. Super, ouais. Déficience ou non. Mhm. Ok, ok. Eh ben, allez. Alors, sur les généralités, à chaque fois, ma slide, elle a un peu du mal à passer. C'est bon? C'est bon. Oui, Alors, un IME, donc, comme vous avez dit, ça va être une prise en charge globale pour des enfants. Donc, il y a quelqu'un qui a parlé d'équipe pluridisciplinaire. Effectivement, dans la prise en charge globale des enfants, on va avoir un versant éducatif, un versant thérapeutique, un versant social, médical et un gros pôle aussi autour de l'enseignement. On vous détaillera tout ça au fur et à mesure de la présentation. Mais là, de manière générale, les IME, ça accueille des enfants de 3 à 20 ans ou jusqu'à 21 ans pour les amènements cretons. Ça peut être en externat ou en internat. Il y a différentes offres possibles. Là, je vous parle de manière très générale de ce que c'est un IME. Après, on verra de manière spécifique comment fonctionne l'IME de la Corniche Fleurie. Donc, les orientations des IME se font suite à une notification de la MDPH. On va aussi vous parler de tout ça, mais je suis sûre que vous savez déjà ce que c'est la MDPH. Donc, il y a une offre de soins dans les IME et c'est des enfants qui vont venir quasiment toute la journée suivre par rapport à leur projet, suivre un programme différent chaque jour sur, voilà, comme je vous disais, sur un versant éducatif, thérapeutique, tout ça. Il y a également une partie de l'enseignement avec des enseignants de l'éducation nationale qui sont au sein des IME. Qu'est-ce que disent mes autres petites vignettes? Que ce sont des établissements qui sont financés effectivement par l'État et que les trajets entre l'IME et les domiciles sont également gérés par les institutions. Voilà de manière très, très générale ce que c'est un IME. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'hésitez pas au fur et à mesure. On va rentrer dans le détail du public après, hein, parce que vous avez dit déficient ou non. Tout ça, on va également en parler un peu plus tard quand on va vous parler de l'IME de la Corniche Fleurie. Alors, des IME, il y en a des enfants IME peuvent-ils également être scolarisés en ULIS, par exemple? Oui, Mélanie va vous parler de tout ça juste après, effectivement. Alors, des IME, c'est une petite cartographie là, du département. Alors, vous voyez les petits carrés jaunes, c'est les IME. Donc, il y a différents IME dans le département. Donc, les IME sont gérés par des associations gestionnaires, hein,
Donc, il y a plusieurs associations. Vous devez des fois entendre parler de, bon, ben, nous, on représente la PREH, mais la DAPI, la FPJR, la DSEA. Voilà, il y a plein d'associations gestionnaires sur le département et différents IME. Donc, voilà, en jeune, c'est les IME. Donc, sur Nice, il y a l'IME du Mont-Boron, l'IME des Chênes. Sur Carrosse, il y a l'IME des Coteaux d'Azur, qui est un agrément plus particulier pour des enfants avec autisme. Chaque IME peut avoir des agréments différents, que ce soit au niveau des âges d'accueil ou du public accueilli. Voilà, donc après, vous avez aussi les autres établissements, hein, les petits carrés. Les petits carrés roses, c'est des établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés. Vous avez aussi en vert les établissements d'éducation sensorielle en fonction en fait du handicap des enfants. Il y a tout un panel d'établissements pour répondre au mieux à leurs besoins. Ça, si vous voulez les regarder, c'est des sources qui sont sur le site du département. Alors, un enfant, maintenant, on a vu des grandes généralités sur les établissements. Il faut se demander comment est-ce que les enfants arrivent jusqu'aux IME. Quel est le parcours administratif? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce qu'on peut aller s'inscrire directement à l'IME comme on peut aller s'inscrire à l'école? Est-ce qu'il y a un parcours particulier? Allez, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Voilà. Notification MDPH sur orientation. Effectivement. Donc, la MDPH, hop, ma slide, est-ce qu'elle a envie? Juste, Non? Ouais, Léa, oui. est-ce qu'il y a une autre collègue, parce que là, on a Maggie. Maggie, sauf erreur, hein, je crois, vous êtes éducatrice spécialisée. Donc Maggie, c'est pas, voilà, c'est ça. Ok. Moi, j'aurais bien juste voulu savoir parmi les collègues des structures ordinaires, si effectivement vous avez une idée, parce qu'il y a des collègues aussi qu'on a eu en sensibilisation. Hum. Donc, du coup, la MDPH, la notif, etc., on devrait être bon. Mais voilà, juste savoir s'il y a quelqu'un qui sait. Bon, On continue. mais je vais juste oui, répondre effectivement à Maggie qui dit oui, alors notification MDPH, c'est maintenant effectivement, c'est les maisons de l'autonomie. Hein. La MDPH mais c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, la direction de l'autonomie et la MDPH ont aujourd'hui une entité qui s'appelle les maisons de l'autonomie. Donc c'est vrai qu'on va entendre parler de plus en plus de la maison de l'autonomie qui regroupe en fait les personnes en situation de handicap et également les personnes qui sont vieillissantes, d'où le terme plus large de l'autonomie. Voilà, petite parenthèse faite. Donc, la MDPH, donc c'est la maison départementale des personnes handicapées. C'est par ce lieu que va être informées toutes les personnes en situation de handicap sur notamment leurs droits, ce dont ils peuvent bénéficier. Et la grosse mission de la MDPH, c'est d'évaluer les besoins de compensation des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire, j'ai une déficience intellectuelle, j'ai besoin d'un suivi éducatif, j'ai besoin d'un suivi avec un ergothérapeute. Enfin voilà, la famille va identifier ou le bénéficiaire va identifier ce dont il a besoin dans son projet de vie, ce qui lui est nécessaire pour pouvoir accomplir une vie aussi des plus ordinaires possibles. Et la MDPH va alors définir des moyens de compensation. La compensation, elle peut être au travers d'une aide financière, elle peut être au travers de matériel spécifique et elle peut aussi être au travers justement des notifications sur des établissements spécialisés. Donc, c'est ce que disait Maggie. Donc, la MDPH va faire une notification où elle va stipuler en fonction
des besoins des personnes, les solutions qu'on peut leur proposer. Et ça s'appelle donc du coup l'élaboration du plan de compensation. Donc l'attribution des prestations, des orientations scolaires, médico-sociales ou professionnelles. C'est aussi la MDPH qui va acter après pour une reconnaissance des personnes en qualité de travailleurs handicapés. Donc il y a des commissions, Mélanie va vous en parler mieux que moi après, il y a une commission qui va venir acter ce dont la personne en situation de handicap a le droit de bénéficier. Et c'est au travers de cette notification qui va être actée donc sur le papier que l'enfant a une orientation vers une institution médico-sociale et notamment vers un IME. Et c'est comme ça qu'après, les enfants sont sur les listes d'attente des différents IME. Et j'arrête là parce que sinon je vais spoiler, je vais me lancer et je vais spoiler la partie de Mélanie. C'est bon, Mélanie, je te laisse enchaîner. Vas-y. Donc, effectivement, au niveau du parcours de l'usager auprès de la MDPH, donc il y a, pour vous donner un peu une idée, les familles d'enfants en situation de handicap, ce par quoi ils doivent passer avant d'accéder à la notification d'orientation vers un IME ou vers d'autres droits. Donc, ça passe par la constitution du dossier MDPH. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, si vous les connaissez. C'est des dossiers assez conséquents qui font, donc il y a une partie administrative qui fait environ 20 pages où on trouve toutes les demandes possibles que l'on peut faire auprès de la MDPH. Et il y a une partie médicale à remplir par le médecin qui suit l'enfant, qui le connaît le mieux dans l'idéal. Et à ça doit se joindre des pièces obligatoires. Donc, vous voyez sur le côté, donc la photocopie d'une pièce d'identité, du représentant légal et de l'enfant, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et après, attestation de jugement s'il y a une protection juridique qui est en cours. Une fois que ce dossier est constitué, il est envoyé ou déposé directement auprès de la MDPH du département. Dans un délai d'environ d'1 mois, il y a l'instruction administrative du dossier. La famille reçoit ensuite un document attestant que le dossier est complet, qu'il est recevable, ou alors demandant des pièces complémentaires si besoin. Une fois que ce courrier-là est reçu par la famille, la MDPH a 4 mois pour traiter le dossier et donner une réponse. Dans ce délai des 4 mois, il y a l'évaluation médico-sociale qui est faite par une équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Si besoin, ils peuvent contacter la famille ou l'établissement qui suit l'enfant pour demander un complément d'information, pour avoir des éléments complémentaires sur réellement le quotidien, sur les besoins de l'enfant et sur la compensation qui va être proposée. Une fois cette partie-là terminée, donc il y a la famille qui reçoit une proposition de plan personnalisé de compensation au domicile, donc avec tout ce qui va être proposé à la commission pour savoir s'ils sont d'accord ou pas. Si la famille n'est pas d'accord avec ce qui est proposé, ils ont un droit de réponse dans le courrier qu'ils reçoivent et ils peuvent faire part du coup de leur avis. Et la dernière étape, du coup, c'est la décision de la CDAPH, donc la Commission des droits de l'autonomie des personnes en situation de handicap, et la notification de décision qui est reçue au domicile. Et pour les orientations en IME, c'est à partir, comme vous disiez Léa, à partir de cette notification de décision que les familles, après, peuvent prendre contact avec les IME pour les inscriptions sur liste d'attente. Ça va, c'est clair pour... N'hésitez pas. Hein. Ah oui, c'est si vous avez des questions, parce que c'est un long parcours. Alors, en moyenne, entre le début et la fin de la procédure, on va dire que moi, pour les renouvellements d'orientation, je me prends entre 6 et 8 mois à l'avance avant la date échéance. Donc, il faut compter entre 6 et 8 mois. Après, ça dépend. Des fois, c'est un peu plus rapide. Des fois, c'est un peu plus long. Ça dépend de la durée. En règle générale, voilà, moi, je pars sur ce délai-là. Et oui, c'est énorme. Oui, c'est long. L'administratif, ouais, c'est long. On voit ce qui est important, je trouve, d'avoir en tête pour vous qui, je pense, bossez sur des structures de loisirs ou sans doute des personnes, des pros de la petite enfance, Oui. c'est que le parcours, il est long et que le parcours, il est compliqué et que la MDPH a beau essayer de réfléchir à faire des dossiers de plus en plus
simple, en fait, on se rend compte que c'est forcément compliqué. Que derrière tout ce parcours administratif, ben, il y a des familles qui doivent développer, écrire leur quotidien dans un détail voilà, assez important, leurs problématiques. Et que des fois, entre la constitution du dossier, donc le petit 1 en haut de notre slide, et la notification, eh ben, on a des retours qui seront assez différents. Par exemple, un enfant qui aurait besoin au niveau de sa scolarité d'une AESH, à l'école, et on se rend compte qu'au final, il a droit à 5 heures, alors qu'on aurait pensé qu'il y aurait droit à temps plein. Enfin voilà, vous devez rencontrer ce genre de décisions qui sont mal comprises. C'est parce que le parcours est compliqué et que les parents, des fois, ils ont des difficultés à parler de ce dont ils ont besoin aussi. Parce que la compensation, elle peut être très, très fine. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment, je trouve que c'est important de parler de ça, ce que ça veut dire, en fait, la compensation. Est-ce que vous avez une idée au vu du parcours administratif? Qu'est-ce que c'est la compensation? On a dit qu'elle pouvait être financière, mais par exemple, elle va venir répondre à quoi? Ma question est trop vague. Répondre à un besoin, nous dit Edwina. Aider, soutenir les familles, ouais. Est-ce que quelqu'un peut avoir un exemple hyper concret? Mais c'est ça, la compensation vient effectivement répondre à un besoin. Mise en place d'un ordi, du matériel, voilà, aider les familles, c'est ça, permettre aux parents de travailler, aider les familles, les incapacités du quotidien. Payer des séances de psychomote. Ouais, on a quand même des gens qui sont hyper spécialisés, hein, parce que je reconnais le nom. Edwina, par exemple, si je ne me trompe pas, hein, payer, ouais, OK. On va poser. Oui, après Léa, je crois que l'information circule de mieux en Ouais, mieux. Alors après, c'est vrai peut-être. qu'il y a beaucoup de fidèles là parmi les flash Ouais, je pratiques, bien reconnais un que peu des noms. oui, oui, C'est qui sont vrai. déjà passés en Ouais, sensibilisation, donc voilà. Mais voilà, on peut se réjouir que, les ouais, gens sont c'est de plus en chouette. plus informés. Mmh. Ouais, je trouve ça chouette, et donc voilà, l'idée de la compensation, c'est vraiment de venir répondre à un besoin, par exemple, si on parle des enfants, on va rester nous dans notre secteur, c'est de répondre à un besoin en fonction d'une norme. C'est pas beau, hein, c'est pas beau du tout, mais il faut l'avoir en tête. La MDPH va venir dire, par exemple, un enfant, est-ce qu'un enfant ordinaire au même âge, il a le même besoin ou pas? Un enfant, par exemple, qui va porter des couches et qui a, 2 ans et demi, pas de problème. Par rapport à la norme, un enfant à 2 ans et demi, enfin je crois, ça porte encore des couches. Par contre, bah, il va y avoir sans doute besoin d'une compensation si un enfant, il a 10 ans et qu'il porte encore des couches. Vous voyez, c'est vraiment en ça que c'est compliqué, au niveau administratif, c'est que ça va être au cas par cas sur du détail de quotidien des familles qu'il va falloir proposer des compensations qui sont adaptées. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais je Très trouve que c'est important d'avoir en tête tout le parcours des familles. Je voudrais juste, Mmh, compléter Léa, sur le conseil qu'on donne aux professionnels là des structures ordinaires qui seraient amenés à croiser des parents qui effectivement entameraient ce parcours avec, le dossier MDPH. On leur donne le conseil de bien préciser aux parents qu'ils se fassent accompagner pour la mmh, constitution de ce dossier et qu'ils se fassent accompagner par des gens compétents. oui. Il me semble que, la constitution de ce dossier, l'écriture et cetera, demande des compétences techniques précises. Et par exemple, chez Happy End, on a une permanence aujourd'hui, on en a même aujourd'hui 2 par mois à la MDPH par Mmh, Sandrine qui va, accueillir et recevoir le tout venant sur la constitution des dossiers notamment. Et quand elle me fait un retour de ses permanences à la MDPH, moi je me rends bien compte que c'est une compétence que je n'ai absolument mmh, pas, la constitution du dossier. Donc être, précis là-dessus en disant ne pas ouais, hésiter à dire aux parents: «Surtout faites-vous accompagner et faites-vous accompagner par des gens qui savent manier ce c'est ça, dossier-là», hein. c'est ça. La compétence, et ben, elle est auprès des assistantes sociales, je pense. Là, voilà, les expertes, là, il y a Mélanie, mais experte du dossier MDPH, vraiment, c'est pour moi
les assistantes sociales. Il y a un petit mot. En effet, je suis d'accord avec vous pour le remplissage du dossier. C'est pas fonction principale au sein du guichet unique créé en 2015 sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Oui, ça, c'est effectivement hyper important. Donc, il y a, si on peut essayer de recenser ensemble où est-ce qu'on peut orienter des familles. Alors, l'association Léa également des permanences. Allez-y tous, allez. Là, c'est bien. Un petit partage de bons tuyaux. Les associations et qu'après, vraiment, pour centraliser les familles, c'est vraiment de les orienter sur les permanences associatives de la MDPH. Ils sont présentes plusieurs fois par semaine en allant sur le site de la MDPH. Ils pourront trouver qui intervient. La PREH intervenait jusqu'au Covid. Là, c'est vrai qu'il faut qu'on s'y remette. Mais je pense que c'est le lieu le mieux centralisé pour les familles. Et Ils n'ont pas maintenant, d'autres points d'appui, quoi. et maintenant, ils sont à proximité puisqu'il y a des antennes sur les communes depuis le 1er mars. D'accord. C'est décentralisé. Oui, oui, oui. Depuis le 1er mars, ils sont sur les communes. Alors, je suis régulièrement des formations avec la MDPH pour bien constituer les dossiers en fonction des attentes. Ouais, il faut, voilà, c'est vraiment une... Je suis désolée, il s'agit en réunion à côté. Oui, oui. On va vite reprendre, Léa. Alors, OK. on continue. Alors, excusez-moi, ma slide encore, elle bloque, je ne sais pas pourquoi. Il est bien ce document, il est issu d'où, Léa? Je l'ai trouvé, je crois, sur un site d'une MDPH. MDPH, hein, ouais, Je regarderai, OK. je pourrais te l'envoyer. Oui, il est très bien illustré, je trouve, Ouais. sur le parcours. Alors, elle bouge ma slide? Non. Hein. Non. Ah, ça y est. C'est bon. Bon, on continue. Donc, sur l'IME, donc on reprend, hein, on a vu le parcours, la MDPH, tout ça. Donc, ça y est, ils ont une notification IME. Ils arrivent chez nous. Donc, on dit l'IME, donc Institut médico-éducatif, mais à la Corniche Fleury, l'Institut médico-éducatif regroupe deux grands établissements, enfin deux grands services. C'est donc la SES, la section d'éducation et d'enseignement spécialisé, qui est sous le grand chapeau de l'IME, mais il y a également les CESAD, ces services d'éducation spécialisés de soins à domicile. Quand on parle de l'IME, dans le langage courant, en fait, on parle de la CES. Mais c'est important de savoir que l'IME, ce n'est pas seulement, au sein de la Corniche Fleury en tout cas, ce n'est pas seulement un service qui accueille des enfants du lundi au vendredi. Il y a également les services du CESAD. Alors, ce n'est pas ce qu'on va développer aujourd'hui, mais juste en deux mots, je vais vous faire la différence. Il y a le service du CESAD, donc il y a plusieurs antennes sur Nice. Hein. Donc, il y a une antenne du CESAD sur le quartier des Moulins, une antenne du CESAD sur le quartier de Pasteur-Bon Voyage et une antenne sur le secteur de Saint-Roch. Donc, les CESAD, donc, chez nous, donc, on accueille 65 enfants âgés de 0 à 20 ans. Ce sont des enfants qui sont scolarisés en milieu ordinaire et pour lesquels il y a des besoins de soins qui vont être moins importants quand même que des enfants qui sont sur la CES. Des besoins de soins, les accompagnements vont représenter 2 à 3 actions par semaine, en moyenne. Hein. Il y en a qui vont en avoir 4, il y en a qui vont en avoir 2. Les actions, ça va être tout comme la CES, hein, des actions éducatives ou thérapeutiques. Mais c'est vraiment des enfants qui sont scolarisés, qu'on va chercher sur leur lieu de scolarisation pour les accompagner vers leur lieu de soins. Ou alors des professionnels du CESAD qui vont directement sur le lieu de scolarisation pour soutenir les enfants. La mission première du CESAD est de favoriser l'inclusion scolaire. Voilà. Donc ça, c'est la petite parenthèse, juste pour savoir que quand on parle de l'IME, on parle aussi à la Corniche Fleury de ces services-là. Mais aujourd'hui, nous, on va vraiment vous faire un focus sur le service d'éducation et d'enseignement spécialisé. Donc, un focus sur la CES, qui accueille 33 enfants qui sont âgés de 4 à 12 ans, qui ont une déficience intellectuelle. Alors, pour parler rapidement de la différence des publics sur la CES et sur le CESAD. Sur le CESAD, on va accueillir des enfants qui ont une déficience intellectuelle. C'est très large, hein,
ce que je vous dis, mais qui ont une déficience intellectuelle, ou alors des enfants qui ont une notification sur un ITEP, donc, mais qui rentrent dans ce cadre-là c'est ça, ces enfants qui vont être scolarisés, qui n'ont pas forcément de déficience intellectuelle, qui vont avoir des troubles des apprentissages, des troubles du comportement, qui vont avoir besoin de soins, mais qui ne sont pas forcément déficients. C'est à la marge, c'est ce qu'on appelle de rentrer par la porte du DITEP. Mais voilà, c'est juste une petite parenthèse sur les publics qu'on accueille. Donc, focus sur... Ma slide, vas-y. Non, ça ne veut pas. Ça y est. Donc voilà, on va vraiment faire un focus donc sur la CES, donc, qui se trouve à Nice, quartier de la Corniche Fleurie. Hein. C'est vraiment la maison mère, je crois, de la PREH. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier établissement qui a ouvert à la PREH. C'est ça, Mélanie, tu as plus d'historique que moi. Oui. C'est l'établissement qui a ouvert la PREH, on va dire. Donc, il y a... C'était en 1950 quelque chose. Ouais. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est dans ces eaux-là, il me semble. Voilà, donc on va vraiment vous présenter. Donc, quand on parle de l'IME, souvent, en fait, c'est de cet établissement-là qu'on parle. Allez, Mélanie. Alors, du coup, sur la CES, on accueille, donc, comme vous disiez Léa tout à l'heure, 33 enfants avec un agrément d'âge en théorie de 4 à 12 ans. En pratique, on est plutôt sur une moyenne d'enfants qui rentrent autour de l'âge de 6 ans et qui sont réorientés après vers d'autres établissements pour adolescents aux alentours de 14 ans. Bon, on a des petites dérogations d'âge, parce qu'on a un jeune ado qui vient d'avoir 18 ans, donc voilà, ça s'étend un peu, mais en moyenne, les enfants qu'on accueille ont de 6 à 14 ans. Au niveau de l'agrément, donc on a un agrément de déficience intellectuelle, qui sont accompagnés aujourd'hui par des troubles associés, par exemple des enfants qui ont des troubles du spectre autistique, qui ont des psychopathologies, mais dans tous les cas, tous les enfants présentent une déficience intellectuelle. Léa, je te laisse... Excusez-moi, du coup, je coupe à chaque fois mon micro pour pas que vous soyez dérangés. Oui, donc là où donc il y a des jeunes qui vont rester plus longtemps que l'agrément. Est-ce que vous savez pourquoi certains jeunes vont rester plus longtemps? C'est la définition du parcours, hein, qui peut être un petit peu compliqué. Pas de place, voilà. C'est aussi ça, manque de place. Manque de place dans les établissements qui accueillent jusqu'à 20 ans. Et ouais. Donc, l'IME de la Corniche, enfin, la CES, vous voyez, même nous, on est à dire l'IME, donc la CES de la Corniche Fleurie, donc, et il me semble du département, le seul IME qui a un agrément jusqu'à 14 ans, 12 ans, c'est ça, Mélanie? On a un qui a l'IME du Montboron qui accueille jusqu'à 16 ans, mais c'est vrai qu'après, d'une manière générale, l'agrément est jusqu'à 20 ans dans la majorité des établissements. C'est ce qu'on va appeler l'amendement Creton. Après aussi, c'est-à-dire qu'on va conserver des personnes en situation de handicap donc sur les établissements au-delà de leur majorité jusqu'à 21 ans parce qu'il n'y a pas de place en fait sur le secteur adulte. Hein. C'est vraiment, il faut que les places se libèrent pour que le jeune puisse aller dans une structure adaptée vraiment à ses besoins. Donc, on a pour les jeunes pour lesquels ils vont être maintenus, on va essayer de travailler un maximum aussi des projets sur l'extérieur. Là, si on prend l'exemple de ce jeune garçon qui a 18 ans et qui est encore sur la CES, bon, il y a un projet de stage sur un ESAT. Voilà, on essaie de toujours quand même adapter son projet en fonction des besoins du jeune. Et donc, voilà, ce jeune-là, il va pas mal de temps faire aussi sur un ESAT. On essaie de trouver des solutions pour lui permettre de trouver une suite de parcours adaptés malgré le manque de place. D'où la création des unités mobiles. Ouais, c'est ça. On va dire qu'on se réinvente parce que c'est une situation quand même qui date de quelques années. Avant, il n'y avait pas autant de difficultés au niveau de l'orientation arrivé à 12 ans.
Moi, ça va faire 6 ans que je suis sur la CES et on voit vraiment d'année en année. En plus, le Covid a bouché beaucoup les orientations pendant 1 an et demi. Donc, c'est là qu'on a vu vraiment l'âge des enfants défiler et les orientations de moins en moins faciles. Donc, on se réinvente au fur et à mesure des années, là, de 2-3 ans, pour trouver des projets plus adaptés aux ados qu'on n'avait pas avant. Mais du coup, à cette tranche d'âge 12-16, on a quand même un tiers de l'effectif qui a plus de 12 ans. Donc, voilà, c'est vraiment des nouveaux projets, comme disait Léa, et beaucoup de partenariats avec les autres établissements qui accueillent des enfants plus grands pour pouvoir proposer aux ados qu'on accueille un accompagnement adapté. Et, oui. J'ai une question. Qu'est-ce qui permet légalement de pouvoir maintenir un jeune jusqu'à l'âge de 18 ans? Alors, c'est une demande de dérogation d'âge Une qui est dérogation. auprès de l'ARS et après au niveau de la notification MDPH. Alors, la MDPH est bien au courant de la situation et du coup, en règle générale, avec le projet personnalisé en appui de la demande, il comprend bien le besoin de maintenir le parcours et de ne pas stopper le parcours de l'enfant à 12 ans. D'accord. Et ma deuxième question, c'est que effectivement, l'écart d'âge doit pas être évident, là, pour le coup, puisque ça commence à 6 ans, c'est ça? Voilà, et là, on est déjà sur du 18, donc du coup, comment vous composez avec ça? Alors, surtout qu'on est un établissement qui ne fonctionne pas en groupe d'âge. Il y a certains établissements qui fonctionnent avec des groupes d'âge. Nous, ce n'est pas le cas. On fonctionne avec des ateliers mis en place en fonction des besoins des enfants. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus après. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a cette difficulté-là où des fois, pendant les cours de récréation le midi, ils se retrouvent tous là entre 6, 7 ans et 18 ans. Mais vraiment, je vous l'expliquerai plus dans le projet, mais on se tourne beaucoup sur l'extérieur. Avec des groupes qui sont faits, ils ne sont pas tous tout le temps sur la structure. C'est ça qui permet aussi de faciliter l'accompagnement avec l'écart d'âge, avec des projets plus ciblés pour les ados et qui se font sur l'extérieur de l'établissement. D'où toute l'évolution aussi du médico-social aujourd'hui. C'est plus des établissements qui sont vraiment fermés. On essaie de mobiliser au maximum les ressources extérieures, favoriser le droit commun. Donc même pour l'accès aux loisirs, on a beaucoup d'ados. Sur la CES, l'idée, c'est aussi de pouvoir les accompagner vers des structures de loisirs ordinaires. Ça aussi, on en reparlera un peu plus tard. Mais c'est de pouvoir offrir un panel de réponses en fonction du besoin et que finalement, si vous passez à la CES le matin, il y a pas d'enfants, il n'y en a pas, hein, il y a pas d'enfants sur le service le matin. Parce qu'ils sont tous soit à l'école enfin, on va vous parler de tout ça après, mais l'idée, c'est vraiment d'être tourné vers l'extérieur. Du coup, l'écart d'âge, bien sûr que c'est une problématique. Je veux dire, les jeunes, il faut qu'ils puissent aller sur les orientations, mais en ayant un panel de solutions possibles, on arrive à avoir une réponse quand même qui sont les plus adaptées aux besoins. Il n'y a pas dans la même salle forcément le petit qui a 6 ans et celui qui en a 18. Ça peut arriver en fonction des besoins, mais il ne faut pas l'imaginer comme une école fermée où il y aurait des classes en fait. C'est plus comme ça. C'était sans doute comme ça en 1960 quand ils ont ouvert. Voilà. Allez, on continue. Hop. On est bon, Léa, sur le timing? Vous avez un œil... Oui, on est bon Oui, pour vous? j'y veille. Allez. Ok. Alors, au niveau des missions sur la CES, donc une première mission autour de l'accompagnement éducatif avec la mise en place d'actions de socialisation et d'autonomie pour les enfants. C'est vrai qu'on se rend compte au fur et à mesure des années que le premier objectif pour les enfants, c'est quand même l'autonomie, notamment dans les actes de la vie quotidienne. Je vous ferai part après, du coup, en présentant un peu un emploi du temps et les projets sur ce qui est mis en place pour essayer de répondre à ces objectifs, mais c'est vraiment l'objectif principal pour l'ensemble des enfants. Ensuite, une mission autour de la surveillance médicale régulière, parce qu'on se rend compte qu'un enfant qui a mal, un enfant qui est dérangé par quelque chose au niveau somatique, il ne peut pas rentrer dans les apprentissages, c'est compliqué, ça peut amener des comportements problèmes. Et du coup, toute la mission aussi autour de l'accompagnement des familles et de l'entourage habituel de l'enfant. Ce qui va aussi se traduire par l'établissement de l'ensemble des droits que la famille a le droit, du coup, pour son enfant.
Ensuite, il y a l'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances. Donc, je vous le détaillerai pareil un peu plus tard, mais du coup, avec plusieurs modes d'enseignement qui sont déclinés au sein de l'IME, différentes possibilités, que ce soit dans les écoles ordinaires, que ce soit dans les classes externalisées, ou que ce soit un enseignement qui est donné au sein de l'IME. Et pour finir, un suivi médical, psychologique et les rééducations nécessaires, donc qui sont mises en place par l'équipe pluridisciplinaire de l'IME ou aussi en libéral. Par exemple, au niveau de l'orthophonie. C'est vrai que nous, sur l'IME, on n'a plus d'orthophonistes depuis plusieurs années. C'est vraiment une denrée rare à recruter sur un établissement. Donc, on a des partenariats avec plusieurs orthophonistes pour les enfants qui ont besoin. Voilà. Et on a également une orthophoniste qui vient une demi-journée par semaine sur les ateliers, intervenir auprès des enfants. J'essaie de changer la slide. Je sais. Voilà. Alors, au niveau de l'équipe de l'IME, donc comme vous voyez, on a 4 pôles. Un pôle soins, donc avec un médecin psychiatre qui est présent une journée par semaine, on va dire un lundi sur 2 et le mercredi matin. Donc, il y a pour mission de suivre les enfants et les familles, de les accompagner dans le suivi médical, dans la mise en place de traitements également, si besoin, en cas de difficulté. On a 2 psychologues sur l'établissement, une psychologue qui est là quasiment à temps plein et une deuxième qui est là 2 demi-journées par semaine. On a un temps de psychomotricien. Nous sommes à la recherche d'un psychomotricien. N'hésitez pas si vous avez des connaissances qui recherchent. Et du coup, de l'orthophoniste, donc en libéral, parce que pareil, on a un temps d'orthophoniste, mais on n'arrive pas à recruter depuis 5 ans. Ensuite, on a un pôle pédagogique ou qui s'appelle aussi pôle d'unité d'enseignement. Donc, on a 3 enseignants spécialisés de l'éducation nationale qui interviennent sur l'IME avec des fonctionnements, du coup, comme je vous expliquais, d'enseignements différents. Donc, c'est pareil, je vous l'expliquerai un petit peu plus bas. Hein, je ne veux pas spoiler en avance le fonctionnement pédagogique. On a un pôle éducatif, donc où nous avons des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs et éducateurs sportifs, professeurs APA, donc d'éducation physique adaptée. Et un pôle social avec l'assistante de service social. Ça arrive. Je crois qu'il faut que j'appuie 5 ou 6 fois avant que la slide passe. Alors, au niveau du parcours de l'usager, post-notification. Donc, c'était pour faire le lien un peu avec ce qu'on vous a expliqué avec Léa en première partie. Donc, notre fonctionnement à nous, je vais vous expliquer notre fonctionnement à nous. Il sera peut-être différent selon les établissements, mais en gros, ça se rassemble. Donc, une fois que la famille reçoit la notification MDPH, si vous avez connaissance qu'une famille a une notification en main, c'est important de leur dire de prendre contact avec les établissements. Parce qu'il faut savoir qu'auparavant, les établissements recevaient les notifications et que du coup, on pouvait inscrire les enfants directement sur notre liste d'attente quand on recevait les notifications par la MDPH. C'est quelque chose qui ne se fait plus. On ne reçoit plus directement en papier les notifications MDPH. Ça passe par un logiciel qui s'appelle Via Trajectoire. Mais voilà, il vaut mieux quand même dire aux familles de prendre contact directement avec les établissements, de les appeler, de se faire connaître. Une fois qu'on a contact téléphonique, nous, ça nous permet de prendre les coordonnées, de prendre les premières informations sur l'enfant, de faire un peu un état de lieu déjà au téléphone. Ensuite, dans un deuxième temps, on propose une visite d'établissement avec la famille, avec l'enfant. Lorsqu'il y a une possibilité d'accueil, qu'on a une place sur l'établissement, on procède à l'admission. Donc, l'admission, ça va être un rendez-vous famille qui va se passer avec le chef de service, avec l'assistante sociale et avec le médecin psychiatre, qui permet de refaire un peu un état des lieux sur toute l'histoire de l'enfant, sur ses besoins, sur les attentes de la famille, sur un IME, parce que ça, c'est quand même important. Alors, il y a un délai d'attente entre la prise de contact et l'admission de l'enfant. Oui, alors il y a un délai d'attente, parce qu'on a des listes d'attente qui sont quand même importantes. Là, on a environ, enfin, sur l'établissement
Sur l'établissement, on a environ 70 enfants sur liste d'attente. Alors, effectivement, on n'actionne pas forcément la visite tout le temps. C'est un peu au cas par cas, j'ai envie de dire, parce que quand les familles m'appellent et qu'elles ne savent pas du tout ce qu'est un IME et qu'elles sont en demande un peu de voir pour confirmer un peu s'ils souhaitent ou pas que l'enfant soit accueilli, là, je peux proposer une visite un peu informelle, on va dire, où je les rencontre, je leur présente l'établissement, ce qu'on propose et je réponds à leurs questions. Voilà. Ça leur permet un peu de voir plus clairement ce qu'est un IME, parce que ce n'est pas évident pour les familles de dire, bon, bah oui, on a une notification IME, mais enfin, qu'est-ce que c'est un IME concrètement? Donc ça peut m'arriver. Après, ce n'est pas forcément automatique parce qu'on s'est rendu compte que quand on le faisait automatiquement, ça pouvait donner effectivement des espoirs aux familles et qu'après, si on leur dit, ben non, la place, c'est que dans 2 ans, ben, ça peut être compliqué à vivre. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté de systématiser les visites d'établissement. On le fait quand on sait qu'on va avoir du mouvement et qu'il va y avoir des sorties prochainement. Alors, c'est ce que je disais, le délai, on va dire qu'il est difficile à juger parce qu'en fait, nos entrées sont dépendantes de nos sorties. Donc, quand ça bouge à la sortie, eh ben, c'est difficile de faire entrer. On a 33 places, ce qui est pas non plus énorme. Donc, c'est vraiment variable en fonction des périodes où on arrive à avoir des sorties ou pas. Du coup, Mélanie, oui, excusez-moi, juste ça répond du coup à une question d'une collègue de Sabrina Calmin sur Puget Théniers qui ne peut pas assister au flash pratique, mais qui m'avait envoyé sa question. Elle accompagne une famille qui hésitait sur l'orientation IME et elle demandait justement s'ils pouvaient aller visiter l'établissement. Donc là, on retiendra qu'ils se mettent en contact avec l'établissement et c'est l'établissement qui guide. Oui, c'est ça, exactement. Et en raison des listes d'attente, il faut du coup prendre rendez-vous dans tous les IME du département? Alors, moi, c'est ce que je conseille, c'est-à-dire que les parents, quand ils appellent, effectivement, sachant que maintenant les notifications souvent sont IME, une fois qu'on a une notification IME, on peut se présenter dans tous les établissements, dans tous les IME du département, voire même de la France, parce qu'elles sont nationales, les notifications. Et après, du coup, ce qui est bien, c'est de pouvoir tous les contacter, parce que des fois, certains, en fonction du secteur d'habitation, bah, ils vont vous renvoyer plutôt vers un autre IME de leur association, ou en fonction des agréments d'âge. Voilà. Donc, c'est bien de les contacter pour présenter la situation, et après, voir eux leur fonctionnement pour que l'enfant soit inscrit sur liste d'attente. Okay. Et ça fait écho avec la question de Maggie, qui Oui. demande combien de temps les jeunes sont accueillis. En fait, les jeunes, ils sont accueillis longtemps. En général, ils font le parcours, ils rentrent et puis ils vont rester en général jusqu'à la fin de l'âge, fin de l'agrément, où on va aller vers des orientations. Donc, c'est pour ça, il y a pas, ça tourne quand même pas mal, mais par rapport au nombre de demandes, de toute façon, il y a vraiment des difficultés de place. Il n'y a pas assez de place. En moyenne, pour le faire sur le rapport d'activité depuis 5 ans, on est sur entre 4 et 6 entrées et 4 et 6 sorties par an. D'accord. 33 enfants. Voilà un peu la moyenne du turnover sur une année scolaire. D'accord. Ensuite, donc, une fois que que l'enfant est admis, nous, notre fonctionnement, c'est d'avoir une période d'observation de l'enfant. Donc, pendant 3 semaines, l'enfant il va tourner un peu sur les différents ateliers qu'on peut proposer sur l'IME, ce qui va permettre à l'équipe de pouvoir l'observer, d'observer ses besoins, de voir comment l'enfant se comporte dans les ateliers. Et au bout de 3 semaines, on fait un point en équipe pour ériger du coup l'emploi du temps qui sera l'emploi du temps de son année pour l'enfant. Ce qui est fait aussi, c'est qu'il y a un coordinateur, donc un éducateur coordinateur qui est nommé pour l'enfant et qui, à l'issue des 3 semaines d'observation, va remplir une grille concernant l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, enfin l'autonomie d'une manière générale, ce qui va permettre aussi d'être un point d'appui pour les objectifs du projet. Donc, la mise en place de l'emploi du temps et du projet personnalisé qui est fait en fonction de ces observations et après qui sera réactualisé chaque année. Et l'emploi du temps qui peut être réactualisé en cours d'année si les besoins de l'enfant évoluent tout au long de l'année, ce n'est pas un souci. Une fois donc qu'on arrive en bout de parcours, on va dire que le travail autour de l'orientation, chez nous, comme on a un agrément jusqu'à 12 ans, il commence déjà à se réfléchir autour des 10 ans de l'enfant, notamment en lien avec les difficultés de réorientation.
Donc, on va dire que lorsqu'on fait le projet personnalisé de l'enfant dans sa 10e année, on sait qu'on va commencer à évoquer avec la famille le projet d'orientation. Parce que c'est un long parcours, donc il faut qu'on puisse y réfléchir ensemble et qu'on réfléchisse à une orientation du coup qui soit vraiment adaptée aux besoins de l'enfant et à ce qui se profile. Donc plutôt une orientation, clairement chez nous, ça va être plutôt, est-ce qu'on continue sur une orientation type CES, IME, avec des ateliers en lien avec l'éducatif, en lien avec le soin, tout ça, ou est-ce qu'on se dirige déjà vers des ateliers pré-professionnels avec un début de préparation à la découverte des métiers et voilà, un peu une appétence au niveau du pré-professionnel et sur des établissements du coup qui proposent des ateliers en lien avec ça. Allez, on continue. Hop. Alors, ce qui est vraiment hyper important d'avoir en tête, c'est vraiment la place de la famille et de l'usager. C'est-à-dire que la famille et l'usager sont le seul décisionnaire de toutes les étapes du projet. C'est vraiment central. La loi est venue renforcer cette idée avec la loi de 2002 qui vient poser aux établissements spécialisés l'obligation de mettre en place certains outils pour favoriser la dimension participative de l'usager et de sa famille. On va pas faire le listing aujourd'hui, si ça vous intéresse, vous irez jeter un œil sur tout ça. Et également la loi du 11 février 2005, je suis sûre que vous connaissez tous, voilà, qui vient vraiment renforcer cette idée-là. Nous, une partie de notre travail et une partie de mes missions aussi, c'est vraiment de pouvoir développer le pouvoir d'agir des personnes que l'on accompagne, donc des enfants et également de leurs familles, afin vraiment de les soutenir dans leur autodétermination, hein, qu'on puisse répondre vraiment à leurs besoins, qu'on les rende acteurs du parcours. Là, on parle des enfants, hein, donc du parcours de leurs enfants, hein. C'est vraiment la base centrale de notre travail. Sans les familles ou les tuteurs, enfin voilà, famille, quand on dit famille, c'est vraiment au sens large, hein, on ne prend aucune décision. Donc le travail des différentes équipes sur les différents services, c'est de faire des préconisations, de faire part des observations, de recueillir les attentes du jeune, de recueillir les attentes de la famille. Donc bon, challenge assez important de recueillir aussi les attentes des enfants, hein, sur la CES, c'est un sacré boulot aussi, de pouvoir, voilà, recevoir leurs paroles pour des enfants qui peuvent, qui parlent pas forcément tous, hein. Donc il y a aussi tout, un gros, travail, de créativité pour favoriser tout ça et ça fait voilà, autour du projet personnalisé, c'est les premières questions, c'est vraiment ça, les attentes, les besoins et on propose. Les familles, après, elles disposent, hein, de tout ça. Avec bien sûr les réalités, hein, la réalité du terrain, la réalité de manque de place, voilà, toutes ces réalités. Mais c'est pour ça que c'est intéressant quand Mélanie disait aussi qu'elle fait visiter, en fait, les établissements. C'est aussi dans cette idée-là. Nous, on passe pas mal de temps à faire visiter des établissements aussi aux familles qu'on accompagne sur les orientations pour qu'ils se rendent compte, hein, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a plein de représentations sur le médico-social et finalement, quand ils vont voir, c'est aussi comme ça qu'on les rend acteurs. Ça, oui, qu'ils peuvent questionner, qu'ils peuvent voilà. Heu, on voit comme ça peut être, vague le médico-social. Donc c'est vraiment quelque chose qui est primordial aussi, voilà, dans notre travail. Hem, Alors, au niveau des instances de rencontre de la famille, ah pardon, je suis allée trop vite. ouais, Non, c'est qu'est-ce que c'est bon. bon là, hein? Ouais, on est bon, on est bon. On est bon. Par rapport à la place de la famille au sein de la CES, c'était aussi de pouvoir vous parler des instances de rencontre qu'on a avec les familles plusieurs fois dans l'année et du lien du coup qui est fait entre l'équipe et les familles. Donc sur la CES, chaque enfant, je vous le disais tout à l'heure, a un coordinateur de projet, c'est-à-dire une personne dans l'équipe, un éducateur, quelqu'un de l'équipe soins, donc ça peut être la psychologue, la psychomotricienne, un éducateur, un enseignant. Voilà, ça peut être n'importe qui de l'équipe qui peut être coordinateur de projet et qui a un temps chaque semaine. Donc, ils ont chacun une demi-journée dans la semaine où ils peuvent se poser sur le projet des enfants et faire le lien avec les familles.
Donc, un lien téléphonique ou des visites à domicile si besoin pour mettre en place des choses au domicile comme des pictogrammes, ce genre de choses. C'est vraiment un lien très important qui leur permet de faire le point, de faire un retour aux familles sur comment ça se passe à l'IME et aussi que les familles puissent faire un retour sur le domicile, sur comment ça se passe, s'ils ont des demandes particulières ou s'il y a des difficultés. Voilà. Donc, c'est vraiment un lien un peu privilégié qu'ils ont avec le référent et qui est vraiment important. Ensuite, il y a au niveau des instances officielles, il y a une fois par an l'écriture du projet personnalisé de l'enfant. Donc là, il va y avoir, dans mes missions, moi, c'est vrai qu'avant chaque synthèse d'enfant et projet, je prends contact avec la famille, donc soit par téléphone, soit on se rencontre. Je fais un point sur le domicile, sur comment ça s'est passé tout au long de l'année, sur les évolutions et sur les demandes de la famille par rapport au projet. Ensuite, se passe la synthèse en équipe pluridisciplinaire et à l'issue de ça, on rencontre la famille. Donc, c'est souvent le chef de service et le coordinateur qui rencontrent la famille pour leur exposer du coup le projet avant qu'ils le signent ou qui rajoutent des demandes si besoin. Je peux me joindre à ce rendez-vous de retour de projet en fonction de ce qui est dans le projet. Si par exemple l'orientation est un point essentiel du projet, c'est vrai que je vais m'y joindre pour pouvoir échanger avec les familles par rapport à ça. Ensuite, la deuxième instance officielle, c'est l'ESS, donc l'équipe de suivi de scolarisation, qui se passe soit au sein des écoles si les enfants sont scolarisés dans leur école de secteur, ou qui se passe sur l'IME, si les enfants, du coup, suivent la scolarité sur l'IME. Dans tous les cas, cette instance se fait avec l'enseignant référent spécialisé handicap et du coup, nous, membres de l'IME et l'école, et la famille, pardon. Donc, lors de cette instance, il y a la rédaction du GEVASCO avec les objectifs et les besoins par rapport vraiment ciblés à l'école. Donc, première instance, le projet vraiment avec la visée plus soins éducatifs et la deuxième instance plutôt scolaire avec le GEVASCO. Ensuite, sur tous les établissements médico-sociaux, on a l'obligation de la mise en place du conseil de vie sociale. Je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous parle. C'est une instance où il y a des représentants de l'établissement, des représentants des familles et des représentants aussi, normalement, du conseil d'administration des associations. Il se tient en moyenne 3 fois par an. Il y a un ordre du jour qui est issu souvent des demandes de la famille. Merci Nadine, bonne journée. Merci Nadine, au revoir. Ce CVS donc, est tenu 3 fois par an et là, c'est un échange du coup entre les familles, l'établissement et les demandes qu'ils peuvent avoir. Ensuite, on a aussi des manifestations annuelles, donc des samedis travaillés où on invite les familles sur l'IME. Par exemple, ça va souvent être des samedis à thème, la fête de Noël ou pour Pâques, voilà, ça peut être le carnaval, ce genre de choses. Qui permet effectivement de rencontrer les familles, que les familles se rencontrent entre elles aussi, parce que c'est important. Des temps de formation. On a des familles qui ont pu nous demander à avoir des temps de formation sur la communication augmentée, sur la mise en place des pictogrammes, sur la langue des signes. Donc, c'est des choses qui ont pu être mises en place et qui vont se poursuivre. Et aussi des groupes de parole entre parents. C'est quelque chose qui est ressorti du dernier CVS, justement. Les parents ont remonté le souhait de pouvoir se retrouver entre parents et de pouvoir échanger ensemble en étant médiatisés par la psychologue de l'établissement. Donc, ça va se mettre en place prochainement. Et pour finir, nous utilisons sur la structure l'application Signal. C'est une application qui permet de faire le lien en fait, avec les familles, de pouvoir envoyer des photos des manifestations, des ateliers, d'envoyer des informations. Voilà. C'est vraiment un peu pour ceux qui ont des enfants scolarisés, un peu comme Classly voilà, dans le milieu scolaire. Allez, on continue. Au revoir Christine, qui s'en va. Au revoir Christine, à bientôt. Donc, au niveau du planning, vous le voyez? C'est bon? c'est bon.
Au niveau du projet personnalisé, donc comme je vous expliquais, le projet personnalisé, après, il en découle un emploi du temps. Donc là, c'était pour vous donner un exemple type. Ça, c'est un emploi du temps visuel pour les enfants. Donc, c'est vraiment pour qu'ils puissent visualiser l'activité qu'ils ont et les professionnels qui interviennent avec eux. Il faut savoir que sur l'IME, on essaye au maximum, on a pris parti depuis 2 ans, de mettre le matin tout ce qui est apprentissage scolaire et l'après-midi plutôt tout ce qui est éducatif, sorties socialisantes, ce genre de choses. Donc, au niveau des activités qu'on peut retrouver sur l'IME, donc là, c'est l'emploi du temps d'une enfant. Après, ça varie, chaque enfant a le sien personnalisé. Donc là, vous avez donc les apprentissages scolaires. Donc, cet enfant, elle a 2 temps scolaires sur la semaine. Donc, vous voyez le lundi matin et le vendredi matin. Un temps qui se passe sur l'IME avec une enseignante et 2 éducateurs. Et un temps qui se passe sur la classe externalisée. Alors, je vous expliquerai le principe des classes externalisées juste après. Donc, avec une enseignante. Et là, l'enseignante, ce jour-là, est en binôme avec le prof APA. Ensuite, voilà, il y a la piscine, l'atelier sonore. Elle a un atelier le jeudi matin de mise de table parce que justement, on commence à travailler avec elle tout ce qui est un peu ébauche de pré-professionnel. Donc, c'est un test, voilà, elle fait au sein de notre cantine. Elle est accompagnée par une éducatrice, la mise de table sur l'établissement. Bon, cette année, ça fait 2 ans qu'on a un intervenant cirque qui vient le mardi après-midi et qui accompagne les enfants. On a de la médiation animale. Voilà, c'était un peu pour vous donner une idée de ce que peut être un emploi du temps d'un enfant sur un IME. Et on continue. Donc voilà, l'objectif, donc c'est bien d'accompagner des enfants qui ont des besoins spécifiques. C'est là où on va se retrouver aussi, parce que vous, du coup, dans le cadre de vos accueils spécifiques, je ne sais pas comment vous les appelez, vos projets d'accueil spécifiques. Oui, oui. On va être sur des axes qui vont se regrouper, même si nous avons des fonctions et des missions bien différentes. Donc, c'était juste une petite aparté aussi sur qu'est-ce que les missions concrètement quand on doit accompagner des enfants à besoins spécifiques. En fait, on a 2 leviers possibles qui vont être de travailler la rééducation au travers du soin, des actes éducatifs, des actes pédagogiques, c'est-à-dire faire monter les enfants en compétences. C'est vraiment ce premier levier. Le deuxième levier, c'est quand les compétences, pour une raison ou une autre, une déficience, voilà, ça, on plafonne, on est quand même sur des situations de handicap, donc il y a des moments où il y a des choses où on n'y arrive pas. Le deuxième levier, ça va être de développer du coup des outils de compensation. Et ça, c'est vraiment les 2 gros axes, en résumé, des actions en fait que l'on peut mener. Et là où ça fait lien avec vous, c'est que du coup, vous n'avez pas forcément un axe de rééducation. Ça, c'est bien spécialisé au médico-social, au travers de tous les professionnels qu'on a listés, donc, qui font partie de l'équipe. Mais ça va être vraiment, vous aussi, au niveau du développement des outils de compensation. Et c'est là où il y a un lien intéressant à faire. C'est-à-dire que si vous avez des enfants qui sont suivis aussi par des établissements médico-sociaux, de ne pas hésiter à aller questionner qu'est-ce qui est utilisé, quels sont les outils, de ne pas tout réinventer, de prendre ce qui existe. Parce que, vous voyez, les plannings visuels, voilà, d'un enfant à l'autre, on va les penser différemment parce qu'ils ne vont pas les lire de la même façon. Il y a tout un travail qui a été fait et c'est là où vraiment, pour moi, le lien, il est hyper important. Le trait d'union entre le médico-social et le droit commun, il est aussi vraiment au niveau de cet axe-là, quoi. Partager les outils de compensation des enfants. Donc, voilà, je vous ai mis un exemple assez facile, mais par exemple, un enfant qui a une sensibilité au bruit, donc son besoin spécifique, hypersensible au bruit, au niveau thérapeutique, au niveau de l'établissement, peut-être qu'il va être travaillé un projet d'habituation au bruit, c'est-à-dire quelque chose d'assez dingue de se dire, on va l'amener à la fête foraine, je vous le fais c'est caricature, mais avec des axes thérapeutiques forts. Voilà, ça va être
ça peut être le projet. Et bah, la compensation, si c'est trop compliqué, bah, pour l'amener à la fête foraine, parce qu'on va être sur des axes de socialisation et plus fortement pour travailler ça, et bah, la compensation, ça va être le casque anti-bruit. Bon, bah, dans ce cas-là, vous voyez, cette compensation-là, il faut qu'elle arrive jusqu'à vous, enfin, que vous ayez ces infos-là et que vous ayez tous les outils pour pouvoir accueillir au mieux. Hein. Donc, c'est vraiment l'exemple d'avoir en tête ces deux leviers et que voilà, tout ce qui va être rééducatif, ça va être, même si vous venez renforcer des compétences, même si vous avez ce rôle-là, c'est vraiment voilà, le taf des professionnels de l'IME et les outils de compensation. Par contre, là, c'est un vrai aller-retour. C'est-à-dire que vous, si vous avez aussi des outils de compensation qui fonctionnent avec les enfants, c'est hyper intéressant aussi qu'ils arrivent jusqu'à l'IME, parce que vous pouvez expérimenter aussi beaucoup de choses sur vos lieux d'accueil. Et donc, c'est vraiment un travail, je trouve, qui doit se faire en partenariat. Alors, Maggie, le casque anti-bruit est mis dans les environnements où si c'est compliqué en parallèle, la rééducation est possible ou c'est soit l'un, soit l'autre? Non, tout est possible. Là, c'est vraiment un exemple. Ça sera au cas par cas, en fonction des enfants. Hein. Et puis souvent, en plus, le casque anti-bruit va permettre à l'enfant de pouvoir plus se concentrer sur ce qu'on va lui proposer. Si le bruit le met en difficulté, une fois qu'il a le casque anti-bruit, il sera plus apaisé, il va mieux adhérer. Et voilà. Je pense que ça a répondu à la question. Allez, on continue. Il y a un petit point sur la scolarisation des enfants qui sont à l'IME. Alors, au niveau de la CES, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités au niveau de la scolarité. On a la chance d'avoir 2 classes externalisées, une qui se trouve sur l'école de la Digue des Français et qui a plus un volet, alors on ne se donne pas cette étiquette-là, hein, mais on va dire plus un fonctionnement Montessori. C'est-à-dire que sur cette classe externalisée, tous les matins, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, il y a une équipe qui descend avec 2 éducateurs spécialisés en règle générale, quelqu'un qui peut travailler le moteur, donc c'était soit la psychomotricienne, soit un prof APA, donc un prof de sport, et une enseignante qui descendent. Une fois par semaine, il y a la psychologue aussi. Et cette équipe travaille en moyenne avec 6, 7 jusqu'à 8 enfants, un groupe de 8 enfants sur l'école de la Digue des Français dans une classe sur un fonctionnement plus Montessori, c'est-à-dire que les enfants ont à disposition plusieurs activités et on suit un peu leur rythme en les sollicitant tout de même. Il y a un travail qui est effectué aussi sur l'autonomie des actes de la vie quotidienne, donc tout ce qui est habillage, déshabillage, se laver les mains, voilà, vraiment pour essayer de favoriser au maximum l'autonomie en fonction de là où en est l'enfant. Et après, on a une deuxième classe externalisée donc sur l'école des Magnolias qui fonctionne avec une enseignante et toujours en binôme, alors soit avec un éducateur spécialisé, soit le vendredi avec le professeur de sport. Là, vraiment plus avec un fonctionnement classe, avec des enfants qui sont plus à l'aise avec le fait de rester assis à une table et de travailler en suivant une bande de travail. Voilà, plus un fonctionnement scolaire. Ensuite, on a aussi des enfants qui sont scolarisés du coup dans leur école de secteur, en Ulysse, comme vous disiez tout à l'heure, du coup. Et là, ça peut aller d'une demi-journée de scolarisation par semaine, où peut-être on va travailler pas forcément les apprentissages scolaires, mais plutôt un objectif de socialisation dans le milieu ordinaire. Et ça peut aller jusqu'à un mi-temps, 4 demi-journées par semaine, voire même on a un enfant qui est en Ulysse Collège et qui est 5 demi-journées par semaine. Voilà, c'est vraiment adapté en fonction des besoins de l'enfant et de ce lien qu'on a avec l'école et de ce qui est établi avec l'école. Et il y a quand même un troisième volet. Donc, lorsque les enfants ne sont pas scolarisés dans leur école de secteur ou qui descendent pas en CLEX, ils peuvent aussi bénéficier de temps en tout petit groupe, donc avec 2 ou 3 enfants maximum sur l'IME avec une enseignante. Ça se fait aussi. Voilà un peu pour les volets de scolarisation qu'on a sur l'IME. Alors, est-ce que vous avez déjà, là on a fini notre grosse partie vraiment sur les missions, présentation de la CS, sur l'école, sur tout ça. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Sur le fonctionnement, sur s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur comment ça marche, un IME, qu'on peut approfondir un peu. Pour ma part, Léa et Mélanie, c'est extrêmement clair et précis, hein. Donc du coup, c'est limpide.
Bonjour Marie-Aude. Bonjour Marie-Aude Marie-Aude. Angot. Bon, bah, si c'est clair, ok. Eh ben alors, on va faire la dernière petite partie. Mélanie, je te laisse, si j'arrive à faire la slide. Voilà, ça va vraiment être le partenariat. Enfin, on va vous présenter vraiment, voilà, un partenariat entre... Ah, je crois qu'on a perdu Léa. Léa, alors. Léa, apparemment, s'est déconnectée. Alors, c'est peut-être un problème de réseau sur le service sur lequel elle est. Alors, du coup, Est-ce qu'on attend 30 secondes, voir si elle arrive à revenir ou... eh ben, écoute, là, je suis en train de regarder si elle se reconnecte. Et je ne la vois pas. Oui, on peut, en l'attendant, Mélanie, est-ce que tu veux continuer sans le diaporama ou revenir sur un point? Non, bah, je peux. Après, il nous restait une seule slide par rapport au Oui, partenariat CES et loisirs. Donc, après, je peux enchaîner, hein, c'est pas un souci. ok, La slide, je peux juste pas la partager. ok, mais de toute façon, je pense que Léa va Oui. revenir. Ok, bah, Ouais, vas-y, Mélanie, pas de souci. du coup, le dernier volet dont on voulait vous parler, c'est comme elle vous disait Léa, le partenariat entre l'IME et le loisir. Ah, elle est de retour. Super. Super, Léa. Désolée, ça a tout coupé. Pas de Je mal. suis désolée, on reprend. Je vais repartager l'écran. Je suis désolée Ouais. pour... Mélanie avait commencé du coup sur la dernière vignette. Vas-y, Mélanie, je te laisse Non, mais enchaîner. j'avais tout juste démarré. Je te laisse partager la dernière. Mais, c'est que nous, on a quand même une mission aussi sur la CES, c'est d'assurer un peu une continuité lors des fermetures d'établissements. Je pense que vous devez savoir que les IME ont quand même des périodes d'établissement à l'heure actuelle qui sont conséquentes, hein, quasiment à hauteur des écoles, un peu moins quand même. Mais du coup, on a quand même cette continuité de pouvoir proposer aux parents qui en ont besoin de la continuité sur les périodes de fermeture. Donc, sur les périodes d'été, ça peut être, je déborde un peu, hein, Léa, mais ça peut être tout ce qui est colonie, séjours adaptés, des séjours de répit si besoin, et aussi, du coup, l'accueil en centre de loisirs. Alors, c'est vrai qu'on a un centre de loisirs ordinaire, donc accompagné par une AVL. On a un partenariat depuis plusieurs années avec le service des coccinelles de la mairie de Nice, parce que étant sectorisé sur Nice, ayant presque 90% des enfants habitant sur Nice, c'est vrai qu'il était vraiment essentiel pour nous d'avoir un lien un peu privilégié avec eux pour pouvoir imaginer l'accueil des enfants en situation de handicap sur les centres de loisirs. Donc, comment il se traduit ce partenariat? Il se traduit par un projet d'accueil individualisé qui est signé chaque année. Là, par exemple, c'est le mois prochain. On a notre journée où on se réunit au sein des bureaux de la mairie de Nice avec les parents, donc chaque parent d'enfants accueillis dans les centres de loisirs, la référente handicap de la commune et le directeur de la CES. Et on aborde les objectifs et les attentes des parents par rapport à l'accueil. Ce projet papier, du coup, est signé par le directeur de l'IME, par la famille et par le service des coccinelles. Et ça fait un peu le fil rouge de l'accueil tout au long de l'année. Ensuite, ce qui nous... Après, ce qui est intéressant dans ce partenariat aussi, c'est que ça nous permet de faire un lien avec l'équipe des coccinelles tout au long de l'année, donc à chaque période de vacances. Donc, à l'issue des vacances, on a un retour de l'équipe des coccinelles sur comment ça se passe. S'il y a des difficultés, du coup, de pouvoir essayer de les accompagner, d'intervenir. Comme disait Léa, de faire le lien sur les compensations qui sont mises en place et sur
des objets qui peuvent faciliter dans l'accompagnement de l'enfant, la mise en place de pictogrammes qui sont utilisés sur l'IME et qui peut être bien d'utiliser les mêmes sur le centre de loisirs. Et j'ai perdu le fil, il y avait autre chose que je voulais vous dire. L'intervention d'un éducateur aussi, c'est déjà arrivé lors de la mise en place d'un centre de loisirs, qu'un éducateur de l'IME puisse intervenir sur le centre de loisirs pour accompagner l'enfant et pour le présenter à l'équipe qui allait l'accompagner. Voilà, donc c'est vraiment un peu ce lien privilégié entre l'équipe du loisir et l'équipe du spécialisé pour que l'enfant passe les meilleures vacances possibles, quoi, et que tout le monde soit en phase avec l'accompagnement. Voilà, que vous dire de plus au niveau de ce partenariat? Non, voilà, j'ai fait un peu le tour. Depuis combien de temps, Mélanie, ce partenariat existe avec les coccinelles? Ça fait un long moment, je dirais plus de 8 ans, je pense. D'accord, d'accord, et donc je pense là aux communes, pour lesquelles c'est pas encore, initié. Le point de départ, est-ce que tu le connais? C'est-à-dire, est-ce que c'est, l'IME qui est venu vers, les coccinelles, ou est-ce que c'est inverse? Enfin, comment s'est fait la rencontre, et comment les collègues peuvent, sur le terrain, initier ce genre de partenariat? Alors, j'étais pas là à l'origine, donc j'avoue, je sais pas dans quel sens ça s'est fait. D'accord. Après, je sais que, bon, nous, voilà, comme je disais, on a très peu d'enfants scolarisés, enfin, qui habitent du moins hors Nice. Après, en règle générale, les fois où j'ai eu besoin d'avoir contact avec les autres communes, je contactais directement et si besoin, le lien se faisait comme ça. Parce que on accompagne les parents en fait dans les inscriptions et dans leurs demandes en fait d'accueil en centre de loisirs. Oui, c'est les situations qui vont créer, effectivement OK. Je pense que historiquement, ça s'est créé un petit peu enfin, c'est Christina du coup des coccinelles, je pense que beaucoup Oui, la connaissent. oui. La PREH, à cette époque-là, ils étaient en train de monter chacun de leur côté, je pense, leur projet. La CES se questionnait vraiment sur qu'est-ce qu'on fait pendant nos périodes de fermeture d'établissement, quelles ressources on a. Mmh. Le projet des coccinelles, ça rentrait vraiment en adéquation avec les besoins des enfants, le fait qu'il puisse y avoir une AVL pour accompagner les enfants sur les centres de loisirs. Et en parallèle, le partenariat il s'est aussi créé autour de la participation au GAD, en fait, où du coup, il y avait l'équipe des coccinelles, la PREH et tous les autres partenaires aussi autour de la table pour réfléchir à un projet commun vraiment de comment on répond aux besoins de ces enfants-là, en fait. Comment on favorise au maximum leur accès aux droits communs. Mmh. Donc, je pense que Mmh. ça s'est vraiment construit au niveau de tous ces changements aussi d'ouverture des établissements vers l'extérieur et d'ouverture du droit commun Oui, vers oui. le champ du handicap. Je pense que c'est à ce moment-là que ça s'est bien rencontré. Mmh. Donc, on salue Barbara qui est là aussi, Barbara Bignon de la CAF. Alors du coup, je vois qu'il y a du chat. Hem, des retours sur comment se passe l'accueil de loisirs de ces enfants sur d'autres collectivités. Mhm. Avez-vous signé une Alors, convention? on répond à la question de Barbara déjà, Oui, peut-être. oui, oui. Alors, les retours, comment se passe l'accueil sur les autres collectivités? C'est vrai que nous, on a beaucoup d'enfants qui sont sur Nice ou sur Menton, parce Mmh. qu'on a aussi une unité d'enseignement Mmh. maternel autisme sur Menton, pour lesquels on travaille pour certains aussi voilà, un accès aux loisirs. On a rencontré l'équipe d'animation aussi pour pouvoir leur donner un petit peu quelques petites billes pour cet accueil. Et ensuite, on travaille surtout avec des projets de Nice, avec Agora sur l'Est. Pas mal là, je parle surtout pour certains enfants du CESAD. On a de la CES aussi, je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont participé. Pour le coup, moi je parle de ma casquette, mais où je retrouve des personnes que j'avais rencontrées quand je travaillais pour le PRH, donc qui
c'est hyper intéressant de voir comment les projets d'accueil spécifiques évoluent et continuent d'exister. Et sur Nice, je trouve qu'on crée le partenariat facilement. Voilà. Le lien, les accueils sont complexes, hein, il y a besoin de travailler la compensation et les aménagements avec les équipes d'animation. Mais je trouve qu'on crée le partenariat facilement, le lien, il se fait de manière fluide. Ouais, ça, en tout cas, voilà, sur certains services de Nice et avec Menton aussi. Après, j'ai pas trop de recul sur les autres secteurs. On se questionnait pas mal au niveau de Aise, où je cherche des modes je lance, Oui, bah oui, oui, tu fais une bien. perche, Ouais, où tu fais on bien. cherche justement des accueils de loisirs et où j'ai pas réussi encore je suis en quête du cordeau accueil spécifique de Aise. Est-ce qu'il y a un projet accueil spécifique sur ces communes-là? Voilà, je cherche. Allez, je lance une petite bouteille à la mer si quelqu'un a des infos. Voilà. Ok, Léa. Donc, il y avait la question d'Emmanuel. Est-ce qu'il y a une convention qui a été signée? Oui, évidemment. Non? Avec qui? Avec le Avec qui? service des coccinelles, Oui. enfin, en tout cas avec la mairie de Nice, il n'y a pas de convention signée. Vraiment, ce qui nous lie, Ah, c'est d'accord. ce projet d'accueil individualisé qui est signé par les 3 parties. D'accord. Et après, vraiment, un partenariat qui est de plusieurs années, du coup, qui s'est fait avec le service des coccinelles. Mais il n'y a pas de convention officielle signée. Officiel. Ok, ok. D'accord. Comment Euh, tu as la Léa, la oui. question de Maggie? Comment avez-vous formalisé le contact avec la présence de l'ERH sur cette période de loisirs, car généralement elle est présente dans le cadre scolaire type ESS? Ah, c'est encore une instance différente là, hein. Il n'y a pas le RH sur le loisir. Ouais. Le RH, c'est vraiment, donc c'est l'enseignant référent handicap qui est vraiment là pour vérifier et mettre en place le projet personnalisé de scolarisation des enfants. Sur ce qui concerne le loisir, le RH, bien qu'ils soient informés sur les ESS, effectivement du planning et des enfants, mais il n'y a pas de présence des ERH sur ces instances-là. Et c'est vrai que juste pour petite précision, tout à l'heure, je disais que l'éducateur pouvait intervenir sur le centre de loisirs, mais la situation inverse s'est déjà présentée. On a déjà eu des AVL qui suivent régulièrement les enfants, notamment sur les mercredis, qui ont pu venir sur l'IME au sein d'ateliers pour se nourrir de pratiques ou poser leurs questions à l'équipe par rapport à l'accompagnement de l'enfant. Ça se fait dans les 2 sens. Et oui, d'où la richesse, hein, parce qu'effectivement, il y a vraiment à pouvoir se nourrir mutuellement, hein. Alors, oui. Non, juste pour rebondir du coup par rapport à l'ERH, la référente handicap dont on parle, en fait, c'est la référente handicap de la mairie de Nice par rapport au centre de loisirs. C'est vraiment, en fait, c'est la chef de service. Alors, j'ai plus l'intitulé exact de son poste, mais c'est vraiment, c'est pas du tout au niveau scolaire. Si vous voulez, c'est la responsable du service des coccinelles de la mairie de Nice. OK. On a du partage là, hein. Il y a Sandy aussi qui nous Sandy Colli, hein. Sandy, c'est Roquebrune, hein. Je ne sais jamais si c'est Roquebrune ou Beau Soleil, enfin, c'est par là-bas pour nous. Nous sommes en contact avec l'IME Les Chanterelles dans le cadre de l'accueil de loisirs. Ça n'est pas encore un partenariat, mais pour nous, c'est les parents qui ont fait un lien en parlant à l'IME de ce qu'on faisait sur le centre. On rappelle que là, il y a un projet en plus d'accueil, spécifique, hein, sur ce territoire avec, effectivement un accompagnement assez, balisé et précis au niveau du projet. Donc, merci Sandy pour ce partage. Marie-Aude, utilisez-vous le dispositif passerelle? Pour rappel, l'objectif est de permettre aux familles ayant un enfant en situation de handicap entre 3 et 17 de partir en vacances sur la destination de leur choix, lieu de vacances ordinaire, tout en bénéficiant sur leur lieu de séjour de temps de répit pour eux, en couple ou pour la fratrie. Le service combine une offre de logement adaptée, matériel nécessaire à l'accueil de l'enfant disponible sur place et un espace d'accueil et de prise en charge de leur enfant. J'ai perdu le fil. Passerelle, hein, qui nous avait fait un flash pratique il y a 1 an, hein, en janvier, de l'année dernière. Donc effectivement, un club enfant passerelle propose un accueil de 35 heures dans la semaine en présence d'un éducateur spécialisé, 2 animateurs en fonction des besoins des parents. Propose également une soirée de garde des enfants. Est-ce que vous utilisez, Passerelle? Est-ce que vous avez déjà été en contact?
Non. Mélanie et Léa? Non, Non. non, jamais. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, pour une famille, on a regardé justement ce dispositif-là qui va sans doute, Qui voilà, on l'a en tête en tout cas va- pour deux, enfin, on l'a évoqué pour deux familles. Après, on jamais utilisé encore, ouais, jamais allé au mais bout, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant en c'est fait. Il très, faudrait même, très. ça me fait penser que il faudrait qu'on fasse une communication plus large Mhm. autour de ce dispositif. Oui, 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 sur la possibilité des C'est vrai. vacances, complètement. Ouais. Mario nous dit non, rien sur Aise concernant la petite Petite enfance. enfance. Et sur la jeunesse, non, Barbara, elle n'a pas de. Maggie, qui est la référente handicap dont vous parlez dans votre diapo? Oui, c'est ce que je disais. Ah, oui, tu as répondu, Mélanie, pardon. Voilà. Oui, Sandy, c'est Roquebrune. Roquebrune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Passerelle aussi. C'est un dispositif. Le réseau passerelle, non, rien sur Aise. Bon. Ouais. Ok. Alors, je vois qu'on arrive au bout au niveau de l'horaire, hein, et je m'astreins à tenir le timing. En tous les cas, mille merci. Mille merci, Mélanie et Léa. Mille merci à la PREH via Pascal Rebaud d'avoir répondu, hein, à cette invitation. Je trouve que c'est vraiment très éclairant, très, très éclairant. Et si vous êtes d'accord qu'il y a d'autres questions à la suite de ce flash pratique, bah, je me ferai le relais et l'intermédiaire, hein. En tous les cas, voilà, si les collègues, vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas à me les adresser. Et puis moi, je ferai en sorte d'y répondre en joignant Mélanie et Léa. Je voudrais juste, voilà comment moi je vais utiliser, hein, votre propos là sur cette présentation. Donc moi, ce sur quoi j'ai fait focus, c'est la place des familles dont on peut s'inspirer sur le milieu ordinaire. Je crois qu'on a encore à avancer parce que justement, c'est pas notre culture, hein, de mettre au centre des accueils de loisirs et petite enfance la famille, même si on avance énormément là-dessus. En tous les cas, moi j'ai entendu ça, que l'IME pouvait effectivement, il y a un partage de pratiques à ce niveau-là. Et puis, évidemment, les outils de compensation. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que surtout, évidemment, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais avant d'initier un contact entre la structure ordinaire et un établissement spécialisé, évidemment, on passe par la famille. C'est elle qui nous donne le feu vert, c'est elle qui nous donne l'autorisation, c'est elle-même qui va nous donner les coordonnées. Rien ne se fait sans elle. Et voilà, il y a une réflexion avec les collègues sur le terrain régulière sur comment justement, dans l'accueil de loisirs, en crèche, ça paraît un peu plus évident, mais c'est pareil, c'est pas toujours facile. Comment on travaille avec cette place essentielle de la famille de l'enfant. Donc, merci beaucoup, Léa et Mélanie. Merci, Avec merci. plaisir. Il y a beaucoup de remerciements aussi du côté des collègues. Si vous êtes d'accord, je vais lancer le sondage. Ouais. Heu, Comme d'habitude, j'attends que tout le monde soit quasiment parti pour couper le flash pratique. Si Léa et Mélanie, vous voulez un petit mot de la fin, c'est possible. Ben, ravie d'avoir pu faire cette présentation. Je suis contente de revoir les noms des gens dans le chat. Enfin voilà, c'est avec plaisir de faire ça et de faire le lien. De toute façon, moi, je pense que c'est primordial si on a tous l'axe commun, en fait, hein, c'est que les enfants aient accès à tout, enfin, le droit commun, et qu'on puisse en tout cas faciliter le partenariat entre le médico-social et le droit commun. Pour moi, ben voilà, c'est banco. Donc ça aurait été une petite participation en ce sens. Et merci à tous pour votre écoute. Et puis au plaisir de se recroiser, hein. Mmh. Oui, 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 avec plaisir, Léa. Donc on a les collègues, hein, merci, belle journée. Merci Sandra. Merci Barbara. Merci, hein, pour les collègues, mmh, présents et présentes. Donc on était, pour information, hein, pour nous tous, on était,
autour d'une quarantaine de collègues avec 38 personnes connectées sur ce flash pratique. Il y avait le double d'intentions, puisqu'il y avait le double d'inscrits, même plus du double, hein, puisqu'on était sur 64 personnes inscrites. Donc voilà, moi, ce qui vient juste m'indiquer qu'il y a bien un besoin. Emmanuel qui nous dit toujours parfait. Merci, merci Emmanuel, merci Edwina. Il y a bien un besoin d'information. On est sur de l'information hein, sur ce format du flash pratique. Avec nos propositions auxquelles les collègues de terrain répondent présents. Et là, sur l'IME, on l'évoque hein, en sensibilisation. Léa, je ne sais pas si c'était le cas, toi, à l'époque, quand tu étais sur le PRH. Alors, bien sûr, la sensibilisation, ça va extrêmement vite, mais il y a quand même un petit temps où on va parler effectivement des structures du médico-social et du lien qu'on peut. Mais pour moi, là, le flash pratique m'éclaire aussi sur la façon de continuer à transmettre en sensibilisation, tu vois, trouver avec précision, voilà, comment nous inviter tous à pouvoir faire ce lien avec le médico-social. Et avec vos informations sur le diapo, c'est magnifique parce que ça me permet d'affiner le propos. Est-ce que, on n'en a pas parlé, est-ce que vous êtes OK pour que le flash pratique, donc il est enregistré, et qu'il soit déposé dans la Docutech pour que les collègues qui n'ont pas pu le visionner en direct puissent le retrouver? Oui, il n'y a pas de souci. C'est bon pour vous? Oui, oui, c'est D'accord, bon. d'accord. Donc du coup, les collègues, vous aurez à partir de cet après-midi ce flash pratique dans la Docutech. On nous demande aussi, par moment, voilà, si les collègues peuvent utiliser, un flash pratique pour initier, un échange, une réunion avec leurs équipes. Donc évidemment que le flash pratique est réutilisable, ultérieurement, enfin après le direct, on va dire ça comme ça. En replay, c'est ça? En replay, oui, oui, en Ça replay. marche. Oui et en plus, ce qui est bien parce qu'il est à la fois en audio ou en visio, en vidéo. Donc du coup, soit tu te le regardes à la maison, bon, ma foi, si voilà, si tu as un petit temps, soit en voiture ou voilà, en audio, c'est pratique aussi. En tous les cas, moi, j'ai des retours de collègues qui me disent que, ils ont réécouté. Ok, bon, bah, super. Voilà. Merci à vous Merci, bah, bonne journée à tous. et au plaisir Au plaisir. de vous recroiser, et de vous réinviter. Effectivement, moi, j'ai d'autres idées de thématiques, donc voilà, je reviendrai vers vous, vous solliciter. Ok, ça marche avec plaisir. Allez, bonne journée à tous. Merci, ciao, Au ciao. revoir. Au revoir. Ciao Léa, ciao Mélanie. Au revoir Roxane, au revoir Geneviève. Nadia, merci. Merci pour vos retours. Bonne journée Maggie. À très bientôt. Marie-Aude, bonne journée à toi aussi. Doriane, c'est vraiment intéressant. Je suis contente d'avoir revu Léa. Je pousse la formalisation de la prise en charge de ces enfants dans l'accueil. J'ai eu un retour positif de nos pratiques d'aménagement en participant à une équipe éducative d'un enfant par le RH et l'éducateur spécialisé se fait du bien. Merci pour tout. Et oui, 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 Doriane, évidemment que quand ben oui, 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 quand on est, reconnu dans ce qu'on propose et validé et encouragé, évidemment que ça fait du bien et on a besoin de ça. Le milieu du médico-social, en a tout autant besoin que nous. C'est pour ça que je crois qu'on a tout à gagner à travailler main dans la main et à partager, à se soutenir
et à s'encourager les uns les autres. Emmanuel, merci pour cette information vraiment complète. Oui, entièrement d'accord, Emmanuel. Merci beaucoup. À bientôt, Emmanuel. Merci pour toutes les personnes qui ont répondu au sondage. Alors, possiblement que des personnes oublient de se déconnecter. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et je vous dis au mois prochain pour un nouveau, flash pratique. Merci, ciao, ciao.